monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon bilan du mois, deuxième partie. Je vous mettrai la vidéo première partie ici du coup, si vous l'avez pas vue. Ici je vais vous parler des derniers livres que j'ai lus et des mangas aussi que j'ai lus durant le mois de juin. Comme je vous l'avais peut-être dit durant la dernière vidéo, en fait je sais plus ce que j'ai dit exactement. Mais en tout cas il n'y aura pas de vidéo bilan du mois pour juillet vu que vous aurez déjà donc ces deux vidéos. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour monter la dernière vidéo et celle-ci je vais la monter là dans la foulée et pour la poster le plus rapidement possible. Par contre vous aurez du coup un bilan du mois pour août et je sais pas encore si ça sera sur une ou deux vidéos sachant que je pars en vacances, je lirai certainement beaucoup de romans et j'ai déjà lu pas mal de mangas. Donc je vais peut-être faire en deux parties, une partie juste roman, une partie manga, je sais pas vraiment encore comment je vais faire. Bref, trêve de blabla, on va commencer sans plus tarder avec les romans. Je pensais en avoir plus que ça puisqu'il y en a un que j'ai pas réussi à terminer. Mais comme ça au moins la vidéo durera un petit peu moins longtemps que prévu. Donc je vais commencer par La Malédiction Grimm de Polly Schulman qui est le premier tome d'une trilogie ou en tout cas d'une série, je sais pas exactement combien il y a de tomes. Elisabeth est une jeune fille qui est lycéenne et il y a un de ses profs qui va lui proposer de postuler pour un job dans une bibliothèque de la ville. Elle qui adore les livres, c'est vraiment son rêve, elle a vraiment envie d'aller travailler là-bas, elle va donc s'y rendre et va être embauchée. Déjà c'est un petit peu louche parce que le test qu'on lui fait passer c'est ranger des boutons selon des critères qu'elle seule choisit, donc soit par couleur, soit par forme, soit par taille, n'importe quoi. Déjà, première chose assez étrange, et elle va se rendre compte que dans cette bibliothèque, il n'y a pas de livres. Il y a des objets par contre, des objets de la vie de tous les jours. Et il y a aussi une pièce assez spéciale qui est la pièce Grimm où il y a des pièces, des objets de la collection Grimm. Donc qui sont des objets magiques et donc il y a les bottes de 7 lieues, il y a le miroir magique de Blanche-Neige, bref vous voyez un petit peu le genre. S'il y a des objets magiques, il y a forcément des gens qui vont vouloir s'emparer de ces objets et donc il va y avoir des choses un petit peu mystérieuses derrière tout ça. Comme Elisabeth au début, on va être un petit peu subjugué par tout ce qui se passe, on va pas trop comprendre où on est, ce grand dépôt avec tous ces objets. On va comprendre avec elle comment ça fonctionne. La première partie qui consiste à mettre en place tout ce monde-là un petit peu spécial est assez lente. J'ai eu l'impression qu'il se passait pas énormément de choses. Un mystère qui nous tient quand même en haleine tout au long du roman. Mais la deuxième partie, j'avais plus de mots. Je ne savais pas ce qui se passait, je comprenais pas. C'était amené d'une mauvaise façon. Le dénouement et m'a un petit peu laissé sur les fesses. Je m'attendais pas à ça, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était pas très bien amené. Cette lecture du coup m'a laissé assez mitigée. Je suis un petit peu déçue. Je pense pas lire la suite franchement parce que le premier tome me donne pas franchement envie de lire la suite. Donc je lui ai mis 6,5 sur 10. Le deuxième livre que j'ai lu c'est 100 000 canards par un doux soir d'orage de Thomas Carrera aux éditions Sarbacane de la collection Exprime. C'est un livre complètement déjanté, complètement fou. Pas tant dans le fond, mais plutôt dans la forme. On va suivre Ginger, une fille qui a 18 ans, qui part dans un bled paumé d'Angleterre pour assister à un spectacle de musique. Le livre est séparé en 4 parties et dans la première partie où on va suivre Ginger, on va vraiment être confronté voilà, à cette personnalité-là, à ce genre de fille-là, vraiment avec un caractère bien trempé. Et ça se ressent vraiment dans l'écriture, ça se ressent vraiment dans les mots qu'utilise l'auteur. C'est limite vulgaire des fois, mais même si ça m'a surprise, et bon, pas choquée, mais bon, j'étais quand même surprise au début, finalement je me suis facilement attachée à ce personnage-là, et vraiment facilement identifiée aussi. On dirait que tout est beau, tout est rose, et puis finalement Ginger va avoir l'impression qu'il y a des canards qui la suivent et qui veulent sa mort. Du coup on va avoir peur un petit peu nous aussi, on va se dire qu'est-ce qui se passe là-dedans, est-ce qu'on est en train de devenir taré, est-ce que Ginger est complètement folle, ou est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de pas net là-dedans. Et arrive la deuxième partie où là c'est vraiment le cataclysme complet, on sait plus où on habite, c'est n'importe quoi, et on abandonne complètement Ginger. Ginger est laissée complètement de côté. On va suivre à peu près une dizaine de personnages, je les ai pas comptés mais à peu près une dizaine de personnages différents.
qu'on va suivre tout au long de cette aventure complètement folle. Les personnages ne se rendent pas compte de ce qui se passe et ils ne veulent pas y croire. Nous non plus en tant que lecteurs, pardon, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend rien. Si vous voulez un livre complètement déjanté, je vous conseille de le lire parce qu'il vaut quand même le coup et je lui ai mis 8 sur 10. J'ai lu ensuite le premier tome d'Harry Potter, la version illustrée par Jimmy Kay et donc de J.K. Rowling forcément, aux éditions, je crois que c'est Gallimard Jeunesse, si je me trompe pas. C'est du coup un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, je vais pas vous faire un topo de l'histoire parce que je pense que tout le monde la connaît déjà. Petit topo de mon histoire personnelle avec Harry Potter, je n'ai jamais lu Harry Potter de ma vie, donc ce n'est pas une relecture mais bien une lecture pour moi. Et les films non plus, je ne les ai pas vus, en tout cas pas tous. J'ai commencé quand j'avais 10 ans, j'avais regardé les 2 premiers films et le serpent dans le deuxième film m'avait foutu la trouille et donc j'avais abandonné, je voulais pas regarder la suite. Et ben voilà, à peu près une dizaine d'années après, je me suis dit pourquoi pas lire, il y a la version illustrée, tant qu'à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je m'y suis mis. Le premier tome m'a vraiment beaucoup plu. Ce que j'ai retrouvé que je ne pensais pas voir, c'est un côté un petit peu ironique dans la plume de l'auteur. Ironique, sarcastique. Elle aime bien se moquer des Dursley et de Dudley. Et c'est franchement plaisant à lire. Après, les personnages sont aussi super intéressants. Je me suis beaucoup attachée à Harry, Ron et Hermione. Hermione, je la voyais moins chiante quand même. C'est vraiment la première de la classe qui sait tout et franchement voilà, je la pensais pas aussi chiante que ça. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il se passe plus de choses, notamment dans la première partie, toute la partie où il est chez les Dursley. J'ai trouvé que ça mettait quand même pas mal de temps. Je m'attendais à ce qu'il rentre à Poudlard en fait plus tôt et finalement c'était pas le cas. Mais pour autant je me suis pas ennuyée hein, durant cette première partie, c'était quand même super intéressant et voir Harry évoluer dans cette famille. Dès qu'on passe ce cap-là, il se passe vraiment plein de choses et je trouve que chaque chapitre en fait renferme sa propre histoire, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais du coup j'ai trouvé qu'on s'ennuyait pas, franchement. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus un tome d'introduction parce que certaines personnes disaient qu'il se passait moins de choses que dans les... Enfin que la série devenait de mieux en mieux plus on avançait dans les tomes. Mais franchement moi ce premier tome m'a vraiment beaucoup plu. Je peux enfin dire que j'ai lu Harry Potter et que j'ai aimé ça. Après savoir si c'est un coup de cœur ou pas, je ne sais pas. J'ai vraiment beaucoup aimé. Après est-ce que c'est un coup de cœur ou pas, je pense que je lui mets 10 quand même parce que je trouve pas franchement grand chose à redire. Donc voilà, je lui mets 10 sur 10. Je voulais aussi vous parler d'une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir. Je croyais pouvoir le finir avant de vous tourner la vidéo, finalement j'ai pas pu. Donc ça sera dans ma prochaine vidéo. On passe maintenant à la partie manga. J'ai lu le deuxième tome de Cœur de Hérisson de Naoi Inachi aux éditions Kazé. Dans ce tome-ci, encore super mignon. Les personnages, voilà, je vous trouve un petit moment à deux, trop choupinou. Là on retrouve nos 2 personnages et finalement Ki elle essaye de montrer à Uzuki qu'elle est intéressée et qu'elle veut se rapprocher de lui et être plus qu'une amie. Et finalement il n'est pas vraiment réceptif on va dire à ce qui se passe. Mais voilà, j'ai lu le 3e tome mais je vous le réserve pour le bilan du mois prochain. En tout cas celui-ci m'a beaucoup plu. J'ai aussi lu le tome 13 et dernier tome de Daitem Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. C'est donc un tome bonus et en tant que tome bonus, il fait quand même pas mal son job. C'était sympa, il y a des histoires un petit peu, comment dire, qui ont rien du tout à voir avec la série principale. C'est ce qui m'a un petit peu déçue finalement. Parce que je m'attendais à voir les personnages peut-être un petit peu plus tard ou quelque chose comme ça et finalement c'était pas le cas. Par contre, le point positif c'est que l'éditeur a fait un chapitre totalement en couleur à la fin et je trouve que ça c'est super sympa, même si ça a strictement rien à voir avec l'histoire, mais c'est toujours bien d'avoir, je trouve, ce genre d'attention, ce genre de détails. J'ai ensuite lu les tomes 11 et 12 de mon histoire de Kazune Kawahara et Haruko aux éditions Kana. Donc là j'ai que le 12 parce que j'ai oublié de prendre le 11 mais voilà. J'ai lu le 11 aussi. En fait j'ai enchaîné directement les deux parce que le 11 m'avait donné envie de savoir la suite. C'est assez rare en fait pour cette série là. Mais là ça a été le cas. En fait dans le 11 on va rencontrer un nouveau personnage qui va vouloir être ami avec
avec Sunakawa, qui est donc le meilleur ami de Takeo. Et du coup on va voir un petit peu cette relation et Takeo le voit pas vraiment d'un bon oeil parce que Sunakawa commence à s'éloigner de lui et c'est à cause de cet autre personnage, il le veut pour lui tout seul. J'aimais bien du coup cette partie-là de l'histoire avec ce nouveau personnage mais il disparaît en fait voilà au début de ce tome-ci. Heureusement la deuxième partie du manga, donc la nouvelle intrigue entre guillemets, c'est aussi intéressant. On va voir une relation à distance entre Takeo et Yamato, parce que Yamato va devoir déménager à l'étranger. Donc comment ces deux personnages vont réussir à vivre comme ça? Est-ce que finalement elle va vraiment devoir partir ou est-ce qu'elle va pouvoir rester? C'est une question qui sera certainement résolue dans le 13e tome vu que ce sera le dernier. En tout cas j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là. En tout cas la réaction de Yamato face à ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé que voilà, c'était intéressant, c'était assez touchant. Ensuite j'ai aussi lu le tome 9 de Rere Hello de Toko Minami aux éditions Delcourt Tonkam. Dans ce tome-ci, on va se concentrer beaucoup sur la famille de... comment s'appelle-t-il? De Minato. J'ai trouvé que c'était intéressant à suivre et que ça a pu rapprocher nos deux personnages principaux. Après, à la fin, on a un nouveau personnage féminin qui arrive. Et voilà. Ça veut forcément dire qu'il va y avoir de la rivalité dans l'air. J'ai aussi lu le 14e tome de Wolfgirl and Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. On va se concentrer ici aussi sur une relation à distance, mais pas sur notre couple principal. Ici on va suivre l'histoire en fait d'une amie de notre héroïne, donc elle, je sais plus comment elle s'appelle, et son copain. Et donc on va voir un petit peu comment ils essayent de résoudre ça. Un autre thème qui est abordé, c'est la question de l'orientation. Est-ce que, enfin, quelles études on va faire après le lycée? Quel est le métier qu'on rêverait de faire? Et Erika n'a vraiment aucune idée de ce qu'elle veut faire. Elle va rendre visite à sa tante qui est souffleuse de verre et elle va se rendre compte que c'est vraiment un métier qui l'intéresse. Donc deux thèmes qui sont intéressants, qui sont un petit peu sérieux par rapport à ce qu'il peut y avoir dans la série en règle générale. Donc c'était plutôt sympa à lire. Ensuite, dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est la BD du mois, c'est Un océan d'amour de Lupano et Panaccione aux éditions Delcourt Mirage, qui est une BD que je vous ai présentée dans le book haul et qui n'a pas de bulles. C'est une BD juste avec des images super jolies. J'aime beaucoup les tons qu'il y a, un petit peu vert et bleu, enfin voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Le vieil homme part à la pêche et ce jour-là, ce matin-là, il ne va pas rentrer tout de suite puisqu'il va lui arriver plein de mésaventures. C'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé, il y a un petit côté humoristique très intéressant. On nous parle aussi de la planète et des effets que l'homme a sur la planète, sur la mer principalement vu qu'on est dans le domaine marin. Donc que ce soit la pêche, la surpêche, je ne sais pas comment ça s'appelle, la surconsommation de poissons, les problèmes avec les pétroliers, avec enfin plein de choses comme ça. C'était aussi très touchant de voir du coup ces deux personnes qui étaient séparées et qui faisaient tout pour se retrouver. Franchement une belle découverte que je vous conseille. Voilà, j'ai fini avec ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!